Je ne dois pas laisser la violence prendre possession de moi. Il pense et il marche dans la nuit allemande en tentant d'éclairer son passé, en tirant le fil de la blessure. Il peut s'arrêter de regarder les photos pendant des jours en laissant aller le flux des peurs que les siens lui ont léguées. Aimer. Il pense aimer les miens malgré tous les poids qu'ils m'ont transmis. Et cet espoir de paix et d'amour retrouvé le porte. Ne pas laisser prise à la haine, ne jamais s'enrouler autour de la souffrance. Mais certains jours, l'espoir est au-dessus de ses forces et il se dit que sa vie serait plus simple s'il se laissait aller à la guerre familiale. Comme le frère qui lui manque, Jérôme, lui qui les avait accusés de tous les maux et notamment d'avoir causé son malheur. Il pourrait suivre cette voie, celle du mort, celle de ses accusations, la faute à l'autre, mais quel autre ? Il pourrait traiter son père, Gatsby, malade et vieilli, de raté, la mère d'angoissée terminale, et semer partout le poison de sa blessure. Mais à qui adresser ses plaintes ? À qui écrire depuis qu'ils sont partis ? Ce qui hurle en lui en silence, Thésée n'en laisse rien voir, c'est la douleur physique et l'effroi. Pendant les 13 années qui ont suivi le suicide de son aîné, il a couvé le sentiment d'être arraché à son existence. Cette existence qu'il n'arrive plus à retrouver, vu que son corps ne le laisse pas en paix. Vu qu'il se débat avec le souvenir de Jérôme, le traducteur, celui qui aurait dû suturer tout le texte du passé et qui n'a pas respecté sa promesse. Car il lui avait annoncé d'une phrase solennelle : « Je ne me tuerai pas, Thésée. Je ne me tuerai pas. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas me tuer. » Et Jérôme, en se suicidant 4 jours après lui avoir juré ça, « Je ne vais pas me tuer », lui a pris sa joie et ce qu'il avait considéré jusque-là comme sa chance. Depuis, ses os sont de sable et le chagrin défait la forme qu'il croyait avoir prise en détruisant grain par grain ses défenses. Il se dissout dans la nuit, doute de recouvrer un jour une vie possible. Son aîné lui a volé sa place de second. Jérôme, mort, est désormais bien plus jeune que lui. Et les peurs de sa lignée, après avoir pesé sur son frère, se sont mises à fondre sur lui. Thésée a la sensation d'avoir été retranché du présent par le décès des siens. Et il leur en veut d'avoir été si aveugle, de l'avoir privé de ses belles années avec ses enfants, quand tout n'aurait dû être qu'élan, envie, soif. Les deuils à répétition l'ont fait vieillir. Et il se demande si en cherchant le pardon, il suit le bon chemin. Si, au contraire, il leur rendait la violence accumulée, se relèverait-il ? Il sent que ses os se fendent. La région médiane de son corps le tenaille. Les racines de ses dents pourrissent. Il faudrait que Thésée accède à ce que savent ses os. Ce qui lui apparaîtra plus tard quand il parviendra à entendre la cohérence des mémoires, des flux du sang, des énergies retenues. Mais il est sourd à ce fil qui le relie aux profondeurs des âges. Enfant, il avait l'intuition d'une présence quand il observait les étoiles ou se laissait pousser par le vent. Il conversait avec les esprits immatériels en contemplant les astres depuis sa fenêtre. Il se sentait un minuscule trait d'union
entre la vitesse d'expansion de l'univers et son lit d'enfant. Mais il a passé des années depuis à recouvrir ses intuitions de 1000 espèces de prévenance modernes. Et la peur aussi les a ensevelis. Pourtant, il s'obstine. La blessure doit me conduire quelque part. Il pense, elle me montre le chemin. Et quand bien même il se tromperait, vu la façon dont mon corps s'effondre, je n'ai pas d'autre choix. Et donc, malgré l'étau qui lui serre le cou, la corde de son frère, malgré ce qui lui cisaille les côtes et lui compresse les poumons, le chagrin impleuré de son père, malgré la pression de ses tempes, la balle traversant le crâne d'un ancêtre, il s'oblige à sortir pour marcher, pour que son esprit s'aère, pour offrir sa peau au froid de l'hiver à l'est, pour que ses jambes n'oublient pas les gestes qu'elles ont appris, se jeter en avant, relancer l'espoir que la terre le portera et repousser plus loin le déséquilibre de vivre, le vertige d'exister. Mais il a mal, et même marcher, il n'y arrive plus. Rompu, courbé, fendu quand il sort de chez lui vers 11 heures, il a l'air d'ajouter sa silhouette en morceaux aux fantômes de la ville. Il pense, j'ai passé 43 ans sur Terre, je n'arrive plus à rien, tout mon corps s'effondre. Médicalement, Thésée a perdu 80% de ses capacités motrices. Il pense et tout tombe et la vie est maudite. Thésée dans le labyrinthe. Thésée tremble entre les corps gisants de celles et ceux qui l'ont précédé. Thésée entend le monstre au loin, derrière une paroi qui l'attend. Mais il s'obstine à avancer, non par courage, mais parce que son corps ne lui en laisse pas le choix. Il a fait promettre à son frère, il y a des années, de ne pas se tuer, de s'en remettre au temps. Il ne voudrait pas, lui, trahir le temps et ce que l'existence matérielle exige. Patienter. Patienter jusqu'à témoigner de ce qui en nous se transforme. Traverser la peur des hommes. Et cette foi, cette espérance qu'il met dans la matière, dans ce qu'impose le corps, l'aide à accueillir la douleur. Pourtant, il y a des jours comme celui-ci où il veut renoncer. Il sent le souffle de l'abandon. Quel soulagement ce serait. Mais quelque chose en lui s'entête. Est-ce la foi, justement, que la matière, c'est Dieu? Ou une sorte d'intuition que ce qui l'accable ne lui appartient pas et qu'il trouvera le moyen de s'en séparer? Thésée, pour ne pas fléchir, se force à aller marcher. Malgré la douleur, il marche dans l'espoir de se relever, et en sortant de chez lui, après avoir longé le parc où, au printemps, les enfants de tout le quartier se retrouvent pour jouer et rire, il tourne à droite pour rejoindre la Kollwitzplatz où une sculpture l'attend. C'est une figure de mère que ce pays où il croyait trouver refuge vénère. Käthe Kollwitz, la très vertueuse Käthe Kollwitz, qui dans les années noires au milieu de la faillite allemande,
au beau milieu de ce qui dans ce pays cherche et désire la mort, s'occupa des orphelins. Et aujourd'hui, pendant sa promenade allemande, il entend les cris des vies détruites qui sont ici nombreuses. Les voix des disparus se mêlent à celles des gamins sur les Klettergerüst, comme si son corps vibrait à la fréquence du passé. Il enjambe les pavés dorés gravés à la mémoire des disparus qui sont le sol de la ville de l'Est, mais il se refuse encore à écouter les liens qui se nouent en lui entre les âges. Thésée est un moderne. Il s'obstine à être un moderne et il rejette les existences invisibles avec lesquelles il communiait enfant. Il ne voit que l'échec de sa fuite, que les forces qu'il abandonne et la folie qui guette. Maintenant, il descend vers la Prenzlauer Allee où filent les tramways, d'où il aperçoit derrière la masse décharnée des arbres du Volkspark Friedrichshain celle qu'il nomme sa Trümmerberg, sa montagne de ruines. Alors, lui dit la colline gonflée des débris du siècle, vas-tu réussir aujourd'hui à marcher jusqu'au sommet ? Et avant d'entamer l'ascension, Thésée s'assoit pour se reposer. Dans ces instants, il cherche des appuis, un souffle, il mobilise ses forces en contactant ce qu'il a appris à identifier comme le centre. Ce qu'au Japon, on nomme Hara, en Inde, Svadhisthana. Trait d'union entre les énergies célestes et terrestres, point de rencontre des forces de l'esprit et de la matière, sous le nombril, à l'endroit où justement en lui tout ploie et se fend. Et en plus de chercher ça, ce centre de l'être dont on lui a vanté la puissance et qu'il ne trouve pas aussi faible en lui, il implore les bouleaux, les hêtres, les chênes qui le rappellent à l'enfance, aux joies avec le frère au milieu des forêts. Puis il se demande quelle espèce de prière. Une prière aux vivants, aux animés et aux inanimés, une prière matérielle, tente de s'élever en lui. Puis il prend conscience en longeant la fontaine à l'entrée du parc que les mois ont passé depuis son arrivée à l'Est et qu'il s'y sent toujours aussi étranger. Cette fontaine hivernée est comme connue ici sous le nom de Märchenbrunnen, là où sont sculptés des personnages des frères Grimm, dont son dernier enfant apprend les contes dans la langue de l'Est. Et il mesure, en passant, cette étrangeté. Peut-être qu'il s'agit surtout de peur. Une peur qu'il ne peut comprendre, mais que son corps est venu trouver, dénicher comme le monstre, au cœur du labyrinthe. L'Allemagne, la langue allemande et ses contes, Hänsel und Gretel, Rote Käppchen, Schneewittchen und die 7 Zwerge. J'ai voulu détruire le français, il pense. Tous les mots dans lesquels j'ai grandi pour renaître dans une autre langue. Mais à quoi Thésée maintenant pourrait-il s'attacher ? Il commence à voir que l'énergie des premiers mois après son départ de la ville de l'Ouest l'a quitté. Et sa solitude ici a fini par s'ajouter à ses deuils. Son foyer sonore, les noms des siens, ont disparu avec la mort du frère, de la mère, du père, puis il a ajouté à cette destruction celle de sa langue, le français, qui fut le pilier de sa demeure. Thésée s'est engagé si loin dans cette voie de l'effacement qu'il ne sait plus à quoi se relier. Il n'a plus ni langue, ni pays, ni dogme, ni croyance, même plus cette pauvre foi d'être un moderne. Ce qu'il trouve à la place des souvenirs de son enfance est une habitation détruite. Et comment se reconstruire à partir de fictions en lambeaux, à partir de tant de secrets? C'est avec cette question qu'il se relève
et se lance à l'assaut de la Trümmerberg, la montagne de ruines, en implorant les arbres, le ciel de neige et les rayons fragiles du soleil. Accroche-toi à cette lumière, il pense, car c'est celle d'un monde qui veut naître. Ce matin, sur le sentier pavé qui serpente autour de sa montagne, sur le duvet des feuilles mortes, entre les arbres, une fine nappe de neige s'est posée. En avançant, il peut y imprimer sa trace. Et il se retourne après quelques pas pour regarder ses empreintes. S'il y a mes pas derrière, il prie. Peut-être y en aura-t-il encore devant. Le fracas de la ville au loin est étouffé par les ramures des arbres. Mais toute cette énergie urbaine qu'il devine, à laquelle il cherche à se lier, est celle, pense-t-il, d'un monde qui existe. La preuve qu'à l'issue de la plus longue des nuits, tout peut se remettre à vivre. Seulement voilà, il y a cette douleur qui ne le lâche pas, et il aimerait, lui, que la vie soit encore supportable. À quelques mètres du sommet, il est ému par le dessin des branches sombres d'un châtaignier sur l'aplat neigeux du ciel. Le parfum des bois, des feuilles décomposées, de la terre. Suis-je en train de retrouver les sensations de mon enfance, il pense, quand nous allions jouer avec le frère ? Suis-je venu jusque-là pour retrouver dans une autre langue ce qui s'est détruit dans la mienne ? Pour le moment, Thésée pleure d'être séparé de cette énergie des bois, si loin de son enfance avec le frère, de la vérité de son enfance, quand ils allaient tous les deux courir et jouer et pédaler, en se racontant des histoires de monstres qui habitaient dans les feuillages, au bout des sentiers reculés. C'était avant que Gatsby et Esther ne les arrachent à l'innocence de cette vie, avant qu'ils ne les entraînent dans leur existence agitée. Et ce que Thésée essaye d'accueillir en cheminant sur les pavés de la Trümmerberg, c'est cette intelligence du corps, de la matière. Là où la blessure ne serait plus un malheur, mais une chance. Le fil qu'il tirerait pour saisir enfin les causes de ce qui lui arrive. Si j'ai quelque chose à apprendre, il pense, si malgré tout ce qu'ils me font traverser, il y a un sens, tout ne sera pas perdu. Et c'est parce qu'il croit au sens, parce qu'il s'attache, lui, l'idiot, à cette folle croyance qu'en dépit de tout le désordre, de toute la peine, il doit y avoir un sens, qu'il finit par atteindre le haut de la colline.
maintenant, après de longues heures de train au travers des forêts, le long des lacs, il arrive devant la tombe de Jérôme, son frère. C'est un jour frais de printemps, à quelques minutes de route de la frontière, sur un sol français. Il s'avance dans la partie basse d'un cimetière en pente douce, à quelques minutes de marche de ce qui fut, pendant son enfance, la maison de famille. Paradis de verdure et de roseraies, de framboisiers, de chênes, de graviers, que le grand-père avait créé pour rassembler les siens et leur offrir la douce sensation de vivre dans un pays en paix, éloigné à jamais de la douleur de l'histoire. Et là, à côté de la mairie où ses parents se marièrent en ces heures bénies de l'été 1969, l'un des derniers étés de l'énergie infinie, de l'abondance française, il se rend sur la tombe où il les enterra l'un après l'autre. Son frère d'abord, sa mère ensuite, puis, comme on clôt un cycle, le père, à l'issue de ce que l'on nomma puniquement une longue maladie. Et ce jour-là, les cimes de montagne de l'autre côté du lac sont aussi couvertes de neige. Autour de lui, tout est silencieux. Il lit sur la pierre les dates du frère, de la mère, du père, puis s'assoit en retrait sur un rebord à côté du rosier qui dessine un arc au-dessus de la tombe. Thésée, puisqu'il sait désormais parler avec les morts, ferme les yeux et inspire. Il peut maintenant entendre ce que lui dit son frère. Quel sens, demande Jérôme, quel sens as-tu trouvé à cette vie? Et aussi, raconte-moi, qu'as-tu compris? Je t'ai suivi. Je t'ai suivi, poursuit le frère mort. Depuis que je suis là, enfoui sous la terre, je t'ai vu vivre selon cette croyance que la blessure nous guide. Et je t'ai vu tomber. Je t'ai vu boiter dans la ville que tu as choisie pour fuir, à l'est. Et je t'ai vu pleurer. Mais dis-moi, que crois-tu accomplir? Penses-tu qu'en te donnant à la blessure, tu vas réussir là où j'ai échoué? Voudrais-tu, mon frère, retrouver les prières? Crois-tu que la langue et les livres sont là pour réparer? Penses-tu qu'avec tout ça, les archives, les images, les lettres, les mots que tu cherches à poser à la place de nos voix, de nos corps, tu vas réussir à nettoyer le temps? Dis-moi qui t'a mis en tête cette idée absurde, que les livres apaisent et que le pardon existe. Tu crois désormais que tu parviens à parler aux âmes, à te lier à la vie invisible, là où les eaux parlent, où la matière est une et inséparée. Tu as cette idée, je le vois, que c'est ton devoir de survivant, mettre fin à tout ce qui dévore et relancer la vie. Mais tu te prends pour qui ? J'ai voulu comprendre, dit Thésée à son frère.
J'ai voulu comprendre pourquoi tu t'es tué. J'ai fait ça, je suppose, pour tenter de guérir, parce que j'ai dû admettre que sans toi, sans une réponse à cette question, je ne pourrais pas revivre. Et tu crois que c'est ça? Tu penses que cette pression dans ton crâne, c'est une trace de la balle qui s'engouffra dans la tête de l'ancêtre? Tu crois que la blessure est un signe que l'on peut lire comme une lettre? Et la corde avec laquelle je me suis pendu, quel mal a-t-elle laissé en toi, mon frère? J'ai fait ce que j'ai pu, dit Thésée. Mon corps ne me porte plus et je dois chercher un sens. Mais tu aurais pu essayer autre chose, dit le mort. Autre chose que la prière, le sens ou l'espoir. Tu aurais pu te raccrocher à notre enfance, quand nous étions juste ça, des frères. J'ai effacé notre enfance, dit Thésée. J'ai annulé tout mon côté gauche. Je l'ai condamné à se taire. Le jour où je t'ai vu, toi, mon gaucher, allongé dans l'appartement avec le père prostré assis à ses côtés. Et tu as raison. J'aurais pu me relier à la joie de l'enfance, mais il n'en restait rien. Tu as tout emporté. Nos rires, nos élans. Chaque fois que je cherche à m'en souvenir, il y a ça, l'image de ton corps que le père a dénoué qui revient du passé. Et tu penses que c'est ça? Demande le frère mort. Un sens qui t'appelle, celui des forêts, des lacs, des rivières, celui qui est dans chaque corps, chaque cellule de la peau. Tu penses que la douleur est un langage?
Je ne sais pas, dit Thésée, je me dis juste qu'il faut qu'il y ait un sens. Sais-tu quel jour on est ? Sais-tu quel jour on est, mon frère ? Le 2 mars. Nous sommes le 2 mars, dit Thésée. C'est la date qui figure à la fin du manuscrit de l'ancêtre. Et peut-être que je suis venue ici, sur ta tombe, pour ça, pour te donner ce texte à lire, ce texte errant qui revient du passé. Et moi, dit Jérôme, je suis mort quel jour ? Tu t'es tué un 1er mars, la veille. Un 1er mars. Ce ne sont que des coïncidences. 1er mars, 2 mars. Tu es mort juste avant que ce texte arrive jusqu'à toi. Il était écrit pour nous, les enfants. Mais il ne nous est pas parvenu. Il parlait de généalogie, de prières oubliées. Il parlait de deuil et d'espoir. Il portait témoignage de la perte d'un fils et cherchait à faire de la mort une vie. Il a été achevé le 2 mars. Tu es mort le 1er. Mais c'était plus d'un demi-siècle après, répond Jérôme. Oui. Oui, c'est vrai. Et nous pouvons écarter les signes qui nous dérangent, dit le frère vivant. Nous entêter à être des modernes. Souvent nous le faisons. Nous déguisons notre ignorance en disant « c'est un hasard ». Mais moi je n'ai pas eu le choix. S'il n'y avait pas eu la douleur, je ne me serais pas mis à l'écoute de ces signes. J'aurais dit, comme tout le monde, c'est un hasard. Cependant, regarde ce que nous avons appris à observer au microscope et ce que nous avons pu entendre avec les stéthoscopes. L'outil crée un certain savoir qui nous aide à aller plus loin, à traduire les systèmes. Combien de choses nous sont apparues au fil du temps que nous rejetions avant ? Ce que je comprends, à partir des traces que vous avez laissées, pourquoi ne serait-ce pas ça ? Les signes qu'un outil à venir parviendra à déchiffrer. Comment nos corps enregistrent les coups de feu, les assauts des guerres, les peurs, les épidémies. Et la roche n'a-t-elle pas enregistré les plissements et les effondrements survenus dans les temps reculés ? Pourquoi notre matière humaine composée de l'eau et de toutes les molécules qui se sont formées ici, dans ce monde, serait-elle si différente ? Thésée se tourne maintenant vers les cimes des montagnes, vers le bleu sombre du lac qui reflète le ciel. Il ouvre, puis referme les yeux et laisse entrer en lui les cris roulants des guêpiers, comme si ces vibrations reliées au monde étaient une part entière de sa peau. Il inspire, expire, et chaque fois c'est l'intégralité du monde qui entre en lui. Quel sens y a-t-il à rester là, il se demande, dans ce champ de pierre du cimetière? Ne faudrait-il pas plutôt laisser les morts et se replonger dans le flot de la vie? En accueillant cette voix du frère d'outre-tombe,
Il pense aux autres corps sous les pierres, à cette façon que nous avons de rendre hommage à ceux qui ont été nos proches, en oubliant l'immensité des liaisons qui forment le tout du vivant, en nous recroquevillant sur nos petits deuils humains. Il y a une intuition qui ne t'a pas trompé, lui dit Jérôme pour finir. C'est cette croyance archaïque qui nous prend, qui nous possède, alors que partout nous pensons être des existences modernes. Depuis ma mort, je le vois. Il y a, tu as raison, cette espèce de continuité que je ne remarquais pas vivant. Tout le temps est réduit et comme compressé. Les noms s'emboîtent entre les générations et il y a ce flot entre les âges qui nous déborde, où plus rien n'est séparé.